Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver ce matin pour analyser une grande soirée de Ligue des Champions. Contre toute attente, l'Ajax renverse la vapeur à l'extérieur, et s'offre l'écart, alors que la saison du Real, elle, s'achève en mars. Alors au cœur de la bataille, quels enseignements tactiques? La faillite est-elle mentale ou physique? A-t-on assisté hier soir à un match historique? Alors la première chose à dire bien sûr, c'est que si le résultat de cette rencontre surprend, et si le produit fini détonne un peu forcément, et le contenu du match, le processus, lui, était totalement prévisible. En amont, Luka Modric avait expliqué en conférence de presse qu'il ne s'attendait pas à voir un Ajax au visage modifié, que les intentions d'en face seraient les mêmes qu'à l'aller. Il a vu juste. Et on a eu 90 minutes dans la plus pure continuité d'il y a 3 semaines, à savoir un Ajax très modulable, se coupant volontairement en deux pour jouer les transitions de manière très rapide, et surtout pour les jouer en nombre. Et alors quelque part c'est entièrement logique, parce que cette faculté qu'a l'Ajax à empiler les joueurs dans le dernier tiers, à créer le surnombre, à surcharger cette zone, en envoyant même tes milieux centraux les plus reculés, Schön, De Jong, dans le dos de la ligne de 4 du Real. C'était une stratégie qui avait très bien fonctionné à Amsterdam, qui avait été assez mal payée pour tout un tas de raisons, mais qui avait carrément fait souffrir Nacho, Carvajal et l'intervalle entre les deux. Et c'est une stratégie qui est particulièrement viable quand tu dois marquer au moins 2 buts. Dans ma vidéo prono de lundi, j'avais particulièrement insisté sur ce point, cette force mentale que l'Ajax tirerait d'une situation où t'es forcément libéré, parce que t'as rien à perdre, et décomplexé, parce que t'as vu à l'aller que t'étais capable de proposer plus que jeu égal. Ça c'est une attitude mentale que j'ai retrouvée hier, et qui est en plus totalement conforme à l'approche tactique choisie. Créer le surnombre en transition, c'est-à-dire jouer tous les contres en supériorité numérique, quitte à t'exposer dangereusement derrière, c'est un pari que l'Ajax relève depuis le début de saison, qui paye pas nécessairement toujours, mais qui offre par contre des matchs très ouverts, et qui a donc payé hier. Et donc voilà, si Madrid est un roi vaincu, et si l'Ajax a réussi à sortir le Real, c'est d'abord grâce à cette capacité à envoyer des successions de vagues très hautes qui peuvent te couler si t'arrives pas à surfer dessus, c'est-à-dire à les contenir et à les utiliser pour lancer tes propres contres. Ça je dirais que ça a été clairement une des données de l'équation, mais il y en a une autre aussi, et c'est la finition. Et alors ça commence à devenir un mal récurrent pour les Madrilènes, je l'avais notamment abordé dans mon analyse du Classico en Coupe du Roi dont la défaite était assez largement imputable aux tergiversations de Vinicius. Hier c'est pareil, Madrid a eu les occasions pour ouvrir le score, ça touche 2 fois les montants en première, ça bafouille vraiment beaucoup dans la surface, il a manqué un tueur pour en convertir au moins une, ce qui aurait considérablement changé la donne. Et puis même au-delà de cette faiblesse dans le dernier geste, on peut parler d'un manque d'efficacité de manière encore plus générale. Alors que le Real démarre assez bien la rencontre, on a à peu près 5 minutes à haute intensité où on sent l'Ajax très emprunté, mais il les remet totalement dans le coup en leur offrant ce premier but. Je crois que c'est une perte de balle stupide de Reguilón sur son côté, et puis même niveau blessure, t'es obligé de composer très vite sans Vinicius et sans Vasquez, les deux qui doivent sortir au bout de 35 minutes de jeu. On a été habitué à un Real chirurgical, tueur, et puis même auquel la réussite souriait, qui savait provoquer la chance. Cette saison, c'est un peu l'histoire inverse, et on se prend à chercher leur ange gardien légendaire. Où est-il passé? Mais donc voilà, pour revenir à l'Ajax, on va dire que quand tu combines un plan de jeu intrinsèquement supérieur, et que t'as en plus l'efficacité, t'es forcément pas très loin du compte. Et je pense aussi qu'on peut ajouter une vraie supériorité mentale. Alors pour faire part d'une petite réflexion personnelle sur le sujet, j'ai toujours trouvé que c'était le défi majeur de l'analyse d'un match. C'est-à-dire, quand tu cherches à décrire la texture d'une rencontre, où est-ce que tu places le curseur entre tactique et mental? Parce que je pense que ce serait une erreur de considérer que un système de jeu ou une idée est fondamentalement décisif. Voilà, tu gagnes pas seulement un match sur le tableau noir, il faut aussi courir, il faut faire des efforts, il faut de la technique, mais en même temps il faut faire attention à pas tomber dans les lieux communs de ils ont gagné parce qu'ils l'ont plus voulu, ou alors ils ont simplement manqué d'agressivité, parce que quand t'as dit ça t'as quand même pas dit grand chose. Heureusement, t'as aussi certaines rencontres comme celle d'hier, où les deux approches se complémentent à merveille, et l'Ajax, plus audacieux, mieux organisé, a vu le destin lui sourire et a mérité son succès. Et alors on avait déjà rapidement évoqué le caractère un peu épique de cette rencontre lors du match aller, souvenez-vous, c'était ce fameux David contre Goliath. Un choc mythologique si approprié quand il est question d'Ajax, et hier le mythe est devenu réalité, et il y a des choses à en dire. Déjà je trouve qu'on peut légitimement argumenter que c'est un des plus gros chocs de la Champions League moderne. Certes, le Real est pas au top en ce moment, et l'Ajax avait été très séduisant à l'aller, mais avec un peu de recul, c'est quand même le triple champion en titre qui sort contre une équipe, et ça on a un peu tendance à l'oublier, qui avait pas été en 8ème depuis 13 ans. Donc d'une,
C'est aussi un retournement de situation profondément improbable, je pense que tout le monde a vu un peu la stat tourner avant cette rencontre, en perdant le match aller 2-1 chez toi, dans l'histoire des compétitions européennes, t'avais que 6% de chance de te qualifier, et 0% si tu restreins à la Ligue des Champions. Enfin, et à une époque où les conséquences de l'arrêt Bosman sont si profondes qu'on ne les discute plus, le directeur sportif de l'Ajax, Marco Overmars, avait estimé avant la rencontre que le seul salaire de Gareth Bale, 28 millions d'euros annuels environ, était supérieur à la masse salariale de toute l'équipe première, toute l'équipe réserve et tous les jeunes du centre de formation réunis. Peu importe comment on retourne la chose, c'est un exploit homérique réalisé par l'Ajax, et il est pour moi de ceux qui marqueront l'histoire de cette compétition. Et puis c'est aussi un beau clin d'œil à Johan Cruyff, qui n'était pas du genre à se plaindre des différences de budget, dont le numéro de maillot aussi, comme vous pouvez le voir en arrière-plan, est parfaitement approprié à la soirée d'hier, qui là où il est, a dû vibrer. Lui, l'Ajacide pur sang, et aussi très catalan, vaincre ce Real était un très bel hommage. Alors maintenant il reste quand même quelques questions en suspens, et la première elle concerne forcément l'Ajax qui accède au prochain tour. Est-ce que c'est un adversaire qu'il faut redouter, voire vouloir éviter? Je dirais d'abord que oui, bien sûr, ils ont énormément de qualité, méritent sans problème leur place dans le top 8 européen cette saison. Souvenez-vous déjà, en poule, leur perf contre le Bayern était de top niveau, mais il y a aussi des faiblesses. Le contre-coup du style qu'on décrivait tout à l'heure déjà, avec un bloc très vulnérable en transition défensive, le double pivot de Jong-Sean qui me semble aussi beaucoup plus à l'aise avec le ballon que sans. On a vu dire que les 30 derniers mètres étaient assez mal protégés, et puis une certaine carence sur les centres aussi, où je trouve ça souvent assez limite, sur les coups de pied arrêtés notamment. Cette équipe est loin d'être invincible. Et puis enfin, l'autre aspect de la question, et maintenant, concerne bien sûr le Real, qui en une semaine a tout perdu, tout chez lui d'ailleurs, Copa del Rey, Liga, Ligue des Champions. Comment est-ce qu'ils vont s'en remettre? À quoi va ressembler la suite pour eux? Parce que même si Carvajal l'a nié en zone mixte, ça sent quand même très bon la fin de cycle. Plus de Zidane, plus de Cristiano, Reguilón préféré à Marcelo, Ramos suspendu, hier tous les leaders historiques du Real manquaient à l'appel, et leurs lieutenants n'ont pas montré d'envie. Mais donc si on touche effectivement à une fin, et qu'elle est aussi notable, qu'elle fait autant réagir, il faut pas oublier que c'est parce qu'elle conclut quelque chose de proprement extraordinaire. Et puisqu'à un enterrement, on célèbre aussi la vie passée, il faut bien avouer que les funérailles de ce Real sont grandioses. 4 Ligues des Champions en 5 ans, dont 3 consécutives, 8 demi d'affilée. Ce que ce club a réalisé est absolument colossal, titanesque même, et on ne peut que s'incliner devant une telle réussite. On passe au top, et ceux qui me suivent sur Twitter savent que je l'avais annoncé bien avant que l'équipe ne lui attribue la même note, mais Dusan Tadic a été, à tout point de vue, parfait. Qualité technique époustouflante, incursion tranchante, transmission précise, il s'offre un doublé de passes décisives, mais aurait dû en compter 3, car Ziyech a gâché son caviar, et puis que dire de son but, qui mêle vitesse d'exécution et frappe canon. Il a fêté fin novembre ses 30 ans, et le gros de sa carrière est logiquement derrière lui, mais son sommet est tout récent. Et 12 mois plus tôt, il disputait un banal match de Première Ligue, sous les couleurs de Southampton. Hier, l'Europe était à lui, et on s'en souviendra longtemps. En seconde position, ensuite, j'ai distingué Erik ten Hag, alors, un coach qu'on connaissait assez mal il y a quelques semaines, mais dont le niveau d'anonymat s'étiole dangereusement. Son Ajax est l'équipe la plus séduisante de ses huitièmes, et son plan de jeu ultra offensif a inversé une situation à laquelle on ne donnait que 6% de chance de succès. Un grand bravo à lui. Et puis enfin, j'ai longuement hésité pour ce troisième top. Hakim Ziyech a ouvert la voie quand Matthijs de Ligt a bloqué celle du Real. Blind a été précieux, et si le scénario avait été différent, les percées de Modric auraient même mérité une mention. Mais pour souligner la force du collectif Ajacide, j'ai voulu mettre en lumière le triomphe de son entrejeu. De Jong, malgré sa perte de balle en fin de rencontre qui aurait dû valider mon prono, a joué une partition sublime, très juste et systématiquement insaisissable, impossible à presser en première mi-temps notamment, et puis Van de Beek et Sean pour leurs appels constants, et avec une mention pour le coup franc Juninesque de ce dernier. Niveau flop maintenant, et car les absents ont toujours tort, Sergio Ramos a payé son avertissement volontaire très présomptueux, et il a considérablement manqué à une équipe amputée de leaders. Casemiro ensuite a déçu dans l'envie, et quand le travailleur de l'ombre ne travaille plus, il ne reste qu'un fantôme. Solari enfin n'a jamais trouvé la solution aux velléités offensives de l'Ajax, et son groupe a semblé bien peu concerné. Il porte la responsabilité que ses dirigeants fuiront. Et puis pour terminer, juste un petit mot sur Dortmund-Tottenham, et comme vous pouvez le voir sur ses stats obtenues grâce à l'application mobile OneFootball, le Borussia n'a pas réussi à faire l'exploit contre les Spurs, malgré une possession écrasante et malgré 19 tirs à 5, Harry Kane a ouvert le score sur la seule frappe cadrée des siens, et en renversant les Allemands, Tottenham rejoint l'Ajax en quart. Peuvent-ils faire encore mieux? Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, en ce moment on est souvent
très très proche à chaque fois des 10 000 pouces bleus, ce qui est fou, et merci beaucoup parce que vous savez à quel point ça m'aide. Si vous voulez pas rater l'analyse de demain aussi, qui parlera évidemment de Paris-Manchester, vous pouvez, si c'est pas encore le cas, vous abonner à la chaîne, c'est une autre stat que je surveille avec beaucoup d'intérêt, mais donc quoi qu'il en soit, et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à très très vite, bisous.